parle de ces nourritures, j'allais dire célestes, je ne sais pas, mais en tout cas de ces nourritures intellectuelles au Moyen-Âge. Notre nouvel invité, c'est Stéphane Menandrin. Bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu dans cette émission. Alors comme ça, je vais résumer votre CV. Parisien de naissance, bruxellois d'adoption. Vous êtes d'abord réalisateur, scénariste. On vous doit entre autres Où est la main de l'homme sans tête, ou encore Je suis mort mais j'ai des amis avec Bouli Lanners. C'est sorti en 2015. Et si mes renseignements sont bons, votre prochain film, Ma famille et le loup? Oula, non, je suis pas. J'ai aidé un peu sur le scénario. Ah, vous avez aidé avec le réalisateur, mais c'était pas du tout. Non, le prochain film avec mon frère et en écriture, voilà. Ah, d'accord, ok, très bien. En attendant, si vous êtes ici, c'est pour nous présenter bien votre roman, Le Mangeur de livres, paru au Seuil. Je me lance dans le pitch. Allez-y. Frère, il y a cette petite inquiétude de l'auteur. A-t-il lu le livre que j'ai écrit ? Vous êtes le bienvenu, non. A-t-il compris confiance? C'est gentil. Bon, alors, cette histoire, Le Mangeur de livres. Frères de lait, nés le même jour, Hadar et Faustino sont deux sales gamins. Ils ne font que des bêtises. Bien rigoler, c'est leur seule raison de vivre ici-bas. Ils s'amusent à se chamailler et surtout à ennuyer les autres. Alors, vous le dites, hein, de tous leurs crimes d'enfants, le moindre était celui d'être pauvre. Un jour, les voilà attrapés par le curé du village. C'est un géant, avec des énormes mains. Ce curé les enferme dans la crypte de son église et il leur propose un deal assez simple. Il veut bien les relâcher de son église s'ils apprennent à lire. Faustino, lui, il refuse catégoriquement, tandis que Hadar, lui, il se laisse tenter. Faustino tue le prêtre, mais son cadavre bloque l'entrée, ou plutôt la sortie de la crypte, là où ils sont prisonniers, et ils vont y rester quelques heures, quelques jours même, et après plusieurs jours de captivité, Hadar affamé se met à manger des papillons, sauf que ce ne sont pas des papillons, ce sont les pages d'un livre maudit, d'un livre oublié, et Hadar, il va devenir véritablement accro à cette nourriture, à ces livres. Il va dévaster les bibliothèques de la région pour en dévorer les meilleurs livres. Petit détail, et quand même un petit détail important, nous sommes au XVe siècle et l'histoire se passe au Portugal. Voilà, à Lisbonne. À Lisbonne. C'est complètement fou. C'est une fable rabelaisienne. Je le dis parce que vous citez Rabelais d'entrée de jeu. À la fin du livre, vous nous expliquez quelles ont été vos recherches et Rabelais a une place importante. Cette idée complètement folle, elle vous est venue comment, de mangeur de livres ? Alors, elle est venue très tardivement. En fait, j'étais pas du tout parti pour écrire ce livre. En fait, j'étais parti pour écrire un autre livre que j'ai écrit pendant longtemps. Et à l'intérieur de cet autre livre, que j'espère bien finir un jour, à l'intérieur de cet autre livre, il y avait l'histoire un peu comme une espèce de généalogie. Voilà, l'ancêtre de mon personnage se situe au XVe siècle. C'était une sorte de souvenir. Ouais. Et ce livre-là a pris un peu le dessus sur le livre que j'étais en train d'écrire. Et Le Mangeur de livres est apparu, en fait. Et il est devenu tellement fort que j'ai été un petit peu contraint par lui à lui obéir et donc à nettoyer l'autre partie que j'ai virée, en fait. Enfin, c'était quand même 300 pages, donc c'était un petit peu douloureux. Et je me suis concentré sur Le Mangeur de livres et l'histoire de cet enfant, de ces deux garçons qui font des bêtises et dont un se met à manger des livres. Voilà. Ouais. Et comment une partie prend le dessus sur l'autre et qu'on se dit 300 pages, et hop, je vis. Ah oui, c'est très douloureux. Hein. Ça se passe pas en une semaine. C'est en dialogue aussi avec l'éditeur, donc avec le Seuil, Louis Gardel, qui est mon éditeur au Seuil, qui a lu la première version, donc qui était vraiment énorme, puisqu'il y avait 450 pages de livres. Il m'a dit, bon, écoute, c'est super, mais sois un petit peu raisonnable. Je voulais faire quelque chose de déraisonnable, mais là, c'était trop déraisonnable. Il m'a dit, voilà, il y a trop d'histoires, il y a trop de trucs dans ton bouquin, donc regarde ce que tu peux faire. Il m'a pas imposé une direction, mais je me suis juste dit, je vais commencer par Le Mangeur de livres, en fait. Ça me plaisait, en fait. Voilà. J'aime bien ce côté déraisonnable, parce qu'effectivement, il y a un bouquin de 450 pages, c'est trop déraisonnable, mais on va quand même parler de ce héros qui mange des livres. Ça, c'est pas du tout déraisonnable, c'est même assez... Oui, j'avais envie de faire quelque chose de déraisonnable. J'avais envie de m'amuser, d'avoir un personnage qui se met à bouffer du codex, parce qu'au XVe siècle, donc, le livre était encore écrit à la main, oui, bien sûr, recopié à la main par des moines copistes.
Et il était, du fait de sa fabrication artisanale, c'était pas du papier non plus forcément, enfin c'était plutôt c'était du parchemin, donc c'était de la bête, enfin de la peau qui était traitée. Suivant la qualité de la peau, ça pouvait être du veau mornay, là c'était le top, ou alors de la chèvre, c'était beaucoup plus rugueux. Et donc ce personnage, je voulais faire une espèce aussi de portrait de la fabrication des livres à cette époque, et faire quelque chose de très réjouissant par rapport à la dévoration des livres. Enfin, je sais pas si... Oui, non, ouais. Alors, ce qui est complètement fou, c'est qu'effectivement, présenté comme ça, voilà, un mangeur de livres, un gamin qui mange comme ça ses livres, ça pourrait passer comme une idée complètement folle, mais quand on lit votre histoire, et là je vous le dis, on est pris dedans et on se met à y croire et on visualise effectivement ce gamin manger, bouffer des bouquins, comme on dirait ici. Nous on bouffe du bouquin, Michel encore plus, il en bouffe du bouquin, mais seulement figurez. C'est pour ça que je suis gros. Mais non, je sais pas ce que j'ai dit. Et vous le dites à propos. Ça se voit à peine à la radio. À propos de ces codex, chaque codex a son odeur en fonction des animaux sur lesquels le scribe a fait son travail. C'est parfois un troupeau qui continue à vivre dans un livre. Et effectivement, on découvre tout cela, on découvre tout cet univers, on découvre ces odeurs, ces plats, je veux dire européens, bien de chez nous, mais finalement qu'on ne mange plus. Cette nourriture à la fois terriblement terrestre et alors aussi un petit peu céleste. C'est ça, j'avais envie de faire quelque chose qui Enfin, pour moi, c'était une façon de célébrer mon amour du livre en premier lieu, évidemment, mais notre amour du livre à tous les gens qui lisent. Et je crois qu'on est vraiment très nombreux à lire des livres, voire à amasser des livres sans savoir pourquoi on les achète, à les garder chez soi, à les mettre sur des bibliothèques, à les ranger, à les classer. Parfois, on les lit pas, parfois, on les lit 10 ans après. Oui. Mais on a besoin, je sais pas pourquoi, d'où ça vient. Donc, j'avais envie de célébrer ça à l'intérieur de cette histoire d'enfants, en fait, qui découvrent le livre comme une matière première pour pouvoir exister. Et puis Rabelais, je trouvais que c'était pas non plus un objectif. Je me suis pas dit je vais faire un livre qui fait à la Rabelais, etc. C'est complètement par hasard. Je suis arrivé à Rabelais, enfin en me disant mais c'est tellement. Flaubert disait Rabelais, c'est la grande fontaine des lettres françaises. C'est tellement réjouissant d'être dans Rabelais. Je sais pas, ça m'a fait beaucoup de bien. Je me suis dit mais ça fait du bien. J'ai envie d'être dans Rabelais, j'ai envie d'être avec lui, avec sa façon d'exagérer, de faire des listes, de faire danser les mots et tout ça. Donc j'ai un peu essayé, voilà. Mais justement, vous le dites, c'est par amour pour les livres, ou alors est-ce que c'est plutôt par amour pour les mots ? Il y a quand même cette dimension péréquienne, rabelaisienne de la liste. J'aime utiliser des mots peu usités. Oui, c'est un festin. En fait, j'avais envie de faire un festin pour moi, pour mes amis, pour les lecteurs. Et ce festin serait un festin où on mangerait des livres, voire la langue, en fait, où la langue française deviendrait le plat principal. Donc, il y a quand même une histoire, puisque ces enfants ont suivi leurs aventures, ils sont persécutés, on a envie qu'ils se sauvent, on ne sait pas très bien ce qui va leur arriver. Et puis, à force de manger des livres, Hadar, en fait, il ne sait pas lire ni écrire, mais à force de manger ces livres, à force de manger ces mots, et les idées que véhiculent ces mots, ces idées entrent en lui, coulent dans ses veines. En parlant de vocabulaire, voilà, il y a des insultes assez amusantes, croquignolesques, dans ce bouquin-là. Au hasard, allez... pastophore d'étable, marchand de foin, mendicateur de bovins, vous crucifiez 2 fois Jésus, tout ça. Donc c'est un vrai plaisir, on l'a dit, effectivement, d'auteur, de jouer effectivement avec ces mots, et après, un vrai plaisir de lecteur de les découvrir. Et ouais, c'est ça. Parfois, je plongeais dans Rabelais ou dans d'autres livres de cette époque à chercher des mots oubliés, un peu en me disant mais ce mot est tellement incroyable et fantastique, j'avais envie de le sortir pour lui redonner un peu, souffler dessus, le dépoussiérer, le remettre dans un autre livre d'aujourd'hui, continuer à le faire vivre. Enfin, c'était une façon de réanimer un peu l'écriture, enfin pour moi. Voilà. Avec quand même aussi un petit message derrière, quand même, parce que voilà, on écrit. Enfin, je sais pas. Oui, donc je suis curieux. Je suis curieux du message parce que je m'interroge toujours sur le message. Oui, peut-être inconscient chez vous, mais quand on lit ça, effectivement, voilà, on a ces gamins qui ne pensent qu'à s'amuser, illettrés, qui ne savent donc ni lire ni écrire. Cette fameux, pas cet obscurantisme, mais effectivement, voilà, le livre nous apporte ça, l'intelligence, en tout cas le savoir, donc savoir, pouvoir. Et c'est ce qu'il découvre aussi, ce fameux Hadar, en mangeant ses livres, puisqu'il grandit aussi, il change, il mute. Oui. Il devient un monstre, donc il a aussi de plus en plus de pouvoir, il fait peur. Et voilà, les gens s'unissent enfin, parce qu'on détruit les livres, et ça c'est inacceptable, alors qu'ils font 150 000 choses tout à fait horribles qu'on ne dénonce pas, mais quand on détruit les livres, bim, ça... Ça c'est vrai, voilà.
Non, c'était pas ça? Oui, le message, non, effectivement, le message, c'est toujours difficile de répondre en termes de message, en termes de contenu. Je pense qu'il y a quelque chose, en tout cas, de l'enfance dans ce livre, c'est-à-dire qui m'a plu à décrire, c'est quand on est enfant et qu'on ne sait pas lire et qu'on est même ignorant, après notre corps se transforme, notre esprit se transforme, on grandit à travers la connaissance. C'est toujours un gain pour voilà, on va vers la lumière, on va vers l'intelligence, on va vers la raison, etc. Mais cette transformation se passe, cette perte de l'enfance a quelque chose quand même de monstrueux finalement quand on y réfléchit aussi, parce que l'arrachement à l'enfance et à l'innocence pour devenir un adulte a quelque chose de terrifiant, je crois, pour chacun. Donc ça raconte peut-être un petit peu ça aussi. Cet Hadar est pris et accusé d'avoir mangé trop vite tous ces livres sans même les comprendre, puisque lui, ce qui l'intéresse, c'est de se les mettre dans la bouche. En fait. Ouais. Et quand il goûte, parce qu'on est aussi à cette époque-là, quand il goûte au premier livre imprimé, alors qu'on l'a dit, ce qu'il mange, ce sont d'abord des codex qui sont écrits à la main par des moines copistes. Quand il goûte ces premiers livres imprimés, il les trouve sans saveur. Oui, c'est ça. La Bible que Gutenberg a imprimée, la première Bible, c'est un chef-d'œuvre absolu esthétiquement. Mais je me suis demandé quel goût ça aurait pour quelqu'un qui aurait mangé des livres faits en veau, écrits à la main, où ça sentait la transpiration du copiste. Et peut-être que cette machine de Gutenberg, elle avait un goût qui aurait déçu le personnage. Donc effectivement, pour lui, c'est la fin du mangeur de livres, puisque l'imprimerie va arriver dans la péninsule ibérique et il va devoir manger autre chose. Enfin, il est un peu déçu en fait. Mais oui, terriblement même, terriblement. Bon, petite pause, et puis on revient avec vous, Stéphane Malandrin, discuter de ce mangeur de livres. Avec plaisir. La première, entrer sans frapper. Julie adore le bricolage et elle veut tout faire elle-même. Elle veut faire la peinture. Oh! Elle veut faire la plomberie. Oh! Et elle veut faire l'électricité. Aïe! Oh oh! Et elle veut prendre sa voiture pour aller suivre un atelier électricité chez Brico. Oh! Et oui, chez Brico, vous pouvez suivre des formations sur tous les domaines du bricolage. Peinture, plomberie, électricité, carrelage, maçonnerie, sanitaire et plus encore. Pour tout ce que vous avez envie d'apprendre, Brico a un atelier maker qui est fait pour vous. Pour les makers, Brico. La 3. En télé. À l'occasion du Festival international du cinéma d'animation, Félicien Bogart a mis la main sur notre tandem national. Vincent Patard et Stéphane Aubier, les créateurs de Pic Pic et André, Panique au village et Ernest et Célestine. Point culte, lundi soir sur la 3. Entrée sans frapper sur la première. Et sur la première d'entrée sans frapper, notre invité est toujours Stéphane Malandrin avec ce roman Le Mangeur de livres paru au Seuil, et nous évoquons avec lui cette folie. Je ne vais pas dire inhérente au Moyen-Âge, mais c'est quand même ma question. On en parlait déjà avec notre invité précédent, Oscar Koupfan, où au Moyen-Âge il y avait des procès d'animaux, et ici on découvre bien que là, il y a des mangeurs de livres au Moyen-Âge. Ça veut dire que quoi, cette époque le permet? Aujourd'hui, on pourrait peut-être... Enfin oui, il y en a des livres. Oui, moi je suis pas historien de formation, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de fantastique, vraiment, effectivement fantastique, avec le Moyen-Âge, c'est que c'est une époque où on savait tellement peu de choses sur le monde, sur l'origine des choses, sur le fonctionnement de la nature, etc., que le merveilleux était possible. Et donc, en fait, tout était possible, en fait, puisque on imaginait, on savait même pas que l'Afrique, on pouvait, en 1488, les Portugais font pour la première fois le tour de l'Afrique et ils se rendent compte que l'Afrique, en fait, se termine. Christophe Colomb n'a pas encore fait son voyage, donc le monde est à découvrir. Cette espèce de merveilleux est possible au Moyen-Âge. C'est pour ça que j'avais envie de mettre mes personnages là-bas. Et puis aussi, c'est un peu pour nous, qui vivons à notre époque, le début de tout, enfin par rapport à cette mondialisation,
cette époque aussi de savoir absolu, enfin, où on est complètement baigné par le data qui arrive partout, dans nos oreilles, dans nos yeux, en permanence avec nos téléphones, etc. Et là, c'est un peu donc une façon de parler de cette naissance de l'information qui va être imprimée et d'avoir ce personnage qui goûte, en fait. J'aimerais bien que mon personnage revienne dans le présent, savoir ce qu'il mangerait, par exemple. Est-ce qu'il mangerait des clés USB ou est-ce qu'il mangerait des puces, je sais pas, ça serait peut-être moins goûteux. Ouais, peut-être moins de saveur. Moins de saveur, voilà. Donc, vous le dites, vous n'êtes pas historien. Toutefois, vous faites des recherches pour le livre, pour mettre des jalons qui sont cohérents tout et inattaquables. Oui, tout est exact. Où vous dites, justement, il y a ce merveilleux du Moyen-Âge, aussi le Moyen-Âge dans l'inconscient collectif, donc profitons-en. Non, mon plaisir aussi en écrivant, c'était de me renseigner sur des choses que je connaissais pas et de lire donc j'ai respecté la façon de fabriquer les codex, par exemple. J'ai été voir dans des manuels, l'histoire du codex, l'histoire de l'imprimerie, ou les descriptions aussi des fêtes et des repas. Enfin, par exemple, parce qu'avant de dévorer les livres, les gamins dévorent de la viande et tout ce qu'il y avait, tous ces plats. Enfin, quand on commence à lire la façon de cuisiner au Moyen-Âge et le rapport à la nourriture, c'est déjà en voyage, c'est hallucinant. Enfin, c'est mieux qu'un roman. Lire des livres de recettes du Moyen-Âge, et le nombre de plats, le nombre de métiers, les gens qui fabriquaient ces choses ont complètement disparu. Enfin, je veux dire. Les mots même ont disparu qui décrivaient ce que les gens faisaient, ce que les gens mangeaient. Ces mots ont disparu, ainsi que les objets. Mais ce voyage-là, déjà, était fascinant. Donc, c'est par plaisir. C'est pour ça que pour écrire ce livre, j'ai mis très longtemps, parce que j'ai pris mon temps. En fait, j'ai lu, je me suis amusé, en fait. Ouais, mais du plaisir, on sent qu'il y en a eu. Et il y en a aussi à la lecture. Alors, vous n'êtes ni historien, ni vétérinaire, pourtant on apprend plein de belles choses. Oui, et ben ça aussi, c'est exact. Donc, en tout cas, le remède qui donne aux enfants, c'est un remède de vétérinaire. Oui, donc plein de belles choses. Et puisque donc Hadar, plus il mange, et il le dit, hein, il mastique, plus il se transforme en ruminant. Et là, on apprend, le temps d'un mini-chapitre, qu'une vache donne 40 000 coups de mâchoire par jour, 30 000 pendant la rumination et 10 000 pendant la prise de nourriture, ce qui lui demande entre 100 et 190 litres de salive, ce qui l'occupe 8 heures d'affilée. Quand on lit ça, voilà, moi je sors de là un peu plus intelligent. Bon, ça ne sert à rien. On ne rend pas assez hommage aux vaches. Mais voilà. Et c'est vrai, les ruminants, je crois que Nietzsche, il avait une phrase sur les ruminants où il disait que c'est fantastique de ruminer. Finalement, ils ont un tout petit cerveau, mais ils ont une activité assez claire et nette, et toute cette rumination est... Nietzsche, il parlait de réellement ruminer ou de bouder? Si je peux prendre un terme beaucoup plus... Est-ce qu'il est plus important de bouder que de ruminer? Je ne sais pas. Vous avez 2 heures, ça fait un peu thème de baccalauréat. Ça, c'est pendant quelques mois. Ici, c'est votre premier roman, même si Michel nous l'a rappelé, il y a eu des... Non, je l'ai rappelé hors antenne, donc les gens n'ont pas entendu, mais Stéphane Malandrin est bien un auteur jeunesse, et bizarrement, on oublie toujours de le dire, alors qu'il y a quand même un lien, puisqu'ici, on a des enfants qui deviennent adultes, qui ont un contact au livre, donc c'est quand même une de vos préoccupations aussi, le rapport... à l'enfance. La lecture chez l'enfant, l'épanouissement. Oui, c'est quelque chose qui fait partie de ma... J'ai un grand respect pour les enfants, un grand amour de l'enfance. Je trouve que on a beaucoup à apprendre d'eux, juste en les écoutant, en leur racontant des histoires, en voyant comment ils écoutent ces histoires. Donc, c'est pour ça que mes personnages sont 2 gamins, effectivement. Oui. Alors, un premier roman, c'est comme ça que c'est présenté. De l'écriture, on le disait, à la base, il y a un roman de 450 pages, mais vous êtes aussi réalisateur, scénariste. Est-ce que il est plus simple d'écrire un roman qu'un scénario qui est beaucoup plus limité, ou limité aussi par nos moyens de production, que le film qu'on a en tête, alors qu'un roman, vous pouvez y aller. Ah, c'est super. Imaginez dans les romans, c'est fait des phrases à 150 millions de dollars, on peut écrire tout ce qu'on veut. Avec des figurants. Voilà, ça, on est justement, je me suis dit, parallèlement à mon travail de scénariste et de réalisateur, quand j'écrivais ce livre, je me disais là, je vais écrire des choses qui ne sont pas réalisables. Voilà, parce que, en tout cas, moi, c'était pas du tout dans cette optique-là. C'était pas pour les réaliser et les mettre en cinéma. C'était vraiment pour m'amuser, en fait, pour laisser libre cours à mon imagination. Et le réalisateur que vous êtes?
Ah bah Moi, non, je l'ai lu avec un petit, il y a un petit côté nom de la rose. Alors, parce qu'on parle de moine copiste, parce qu'il y a des livres qui se mangent, même si dans le nom de la rose, ces livres étaient empoisonnés. J'attends le coup de fil de Jean-Jacques Hano. Je serais très content qu'il découvre votre mangeur de livres. Qu'il le mette en scène avec un. Non, il n'y a aucun problème. Ouais. Mais là, pour faire un film à partir de ce livre, enfin voilà, ça se passe au Moyen-Âge. L'enfant devient une sorte de géant dans la ville. Il détruit. Il y a une explosion de Lisbonne à la fin. Enfin, je veux dire, en termes de budget, c'est intéressant. Mais c'est pour ça qu'en littérature, tout est possible. C'est ce qu'on disait en fait. Tout est possible. Tout est possible. Et l'imagination, elle y va, quoi. C'est gargantuesque. Tout est possible. Parce que l'enfant. Quelque part, cet enfant, Hadar, devient monstrueux parce qu'il n'arrête pas d'ingurgiter, de grossir, de devenir énorme et il va déféquer dans la nature. Enfin, il y a des séquences un petit peu... Tout ça n'est pas montrable dans un film. Enfin, alors qu'à lire, c'est chouette. Enfin, j'espère. Oui. Non, on peut pas filmer un enfant qui défecte tous les livres en chantant, puisque c'est la scène dans le livre. Il y a des choses et un enfant qui deviendrait monstrueux à l'image, ça serait cauchemardesque. Mais là, c'est pas cauchemardesque. C'est un livre. Moi, j'avais envie de faire un livre de joie, vraiment un livre qui soit joyeux, même dans l'excès, en fait. Ouais, voilà. Un livre de fête, et effectivement, il y a beaucoup de fêtes dans ce mangeur de livres. Stéphane Malandrin, merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir invité dans cette émission pour nous présenter ce livre, ce premier roman, même s'il y en a eu d'autres, Le mangeur de livres, paru au Seuil. Merci beaucoup.